Bonsoir Wendy, bonsoir Frédéric Vincent. Bonsoir. Entretien câblé ce soir puisque Nexans est pour quelque temps encore le leader mondial du câble, de la production de câbles pour l'énergie, les transports, ferroviaires, automobiles, aéronautiques, pour les télécoms. Alors Nexans est une ancienne filiale d'Alcatel. Et comme on pouvait s'y attendre, 2010, dont vous publiez aujourd'hui les résultats, a été une année de fort rebond après le trou d'air de 2009. Alors, vous êtes content, c'est reparti? Oui, enfin on est content. Disons que l'année 2010, elle a été en contraste avec un premier semestre 2010 plutôt difficile, moins 5, moins 6% par rapport à 2009. Et puis, comme on s'y attendait, un rebond au deuxième semestre, rebond particulièrement accentué au cours du quatrième trimestre de l'année 2010 et des premières indications sur 2011 qui viendraient confirmer. Oui, vous avez déjà eu de gros contrats en 2011, j'ai vu ça, avec la Norvège, les Danois, tout ça. Oui, gros contrats, très grosses dans une de nos activités qui sont les infrastructures d'énergie, c'est-à-dire les câbles haute tension pour tous les grands opérateurs d'électricité, comme EDF par exemple. Effectivement, beaucoup de prises de commandes, 450 millions d'euros de prises de commandes à la fin de l'année 2010 et un carnet de plus d'1 milliard d'euros sur ce point particulier. Ça veut dire qu'on commence à réinvestir dans les infrastructures qui font évidemment votre chiffre d'affaires. Alors, les infrastructures, elles font effectivement un part très important de notre chiffre d'affaires, environ 45%. Il y a effectivement un fort niveau d'investissement qui tient à plusieurs choses. Les besoins d'interconnexion entre les pays européens, les énergies renouvelables, l'éolien, qui aujourd'hui devient une vraie source d'énergie au niveau européen. Le courant qui est produit en mer par le vent, il faut bien l'acheminer à terre pour qu'on le consomme. Et voilà, vous avez tout à fait raison. Effectivement, il faut prendre un câble haute tension qui, sur une distance de 50-60 km, transmet toute cette puissance sur le réseau à terre, de telle façon à être déchargé sur le réseau. Vos câbles, en fait, ils sont partout. On les trouve dans l'automobile, on les trouve dans les avions et dans une quantité qu'on n'imagine pas. Vous avez quelques exemples à nous donner comme ça? Oui, bien sûr. Écoutez, un exemple, je ne sais pas, le Queen Mary, pour lequel nous avions fourni les câbles, c'est 3000 km de câbles. Un A380, suivant la configuration retenue par la compagnie aérienne, c'est 600-800 km de câbles. Une voiture automobile de luxe, compte tenu des développements des sièges électriques, de toute l'électronique embarquée, c'est maintenant 6-7 km de câbles. Il y en a partout et beaucoup. Et il y en a alors, partout ce qu'on ne et sait beaucoup. pas forcément, c'est que c'est aussi un produit extrêmement technologique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de spécifications et ce sont des produits très, très sophistiqués, vos câbles. Alors, ce sont des produits très sophistiqués. Effectivement, si vous prenez un avion, l'enjeu de la sécurité est absolument fondamental. L'enjeu du doublement des circuits, l'enjeu du poids. Rappelez-vous, enfin, tout ce qu'on a évoqué au moment de la 380. Donc, il faut des câbles plus légers. Comme il faut des câbles plus légers, il faut utiliser de l'aluminium. Comme on utilise l'aluminium conduit moins bien. Donc, ça veut dire qu'il chauffe plus. Donc, ça veut dire qu'il faut mieux l'isoler. Voilà. Donc, on a toute une problématique, effectivement, de sécurité, de doublement et de tout type de câble, que ce soit de la puissance ou tout ce qui fait l'attrait dans un avion aujourd'hui, la possibilité de regarder l'ensemble des programmes de télévision ou de cinéma. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cette activité industrielle est stratégique? Parce qu'on a vu récemment tout un débat en Europe au moment où le chinois Xi Mao s'est déclaré candidat au rachat d'un néerlandais, Draka, un de vos concurrents qui était à vendre. Qui va finalement être apparemment racheté par un Italien, Prysmian. Mais pourquoi vous êtes tous comme ça insurgés contre ce débarquement chinois dans vos métiers? D'abord, première chose, c'est oui, je confirme que le câble, les enjeux technologiques sont très importants. Lorsque vous prenez des câbles de haute tension qui vont débarquer ou, comment dirais-je, acheminer la puissance en sortie d'une centrale nucléaire, 1500-2000 MW, c'est absolument gigantesque. Contrainte de sécurité des réseaux importantes. On a évoqué l'aviation, on a évoqué la construction navale, le ferroviaire. Mais c'est très sensible à chaque fois. Donc, c'est chaque fois très sensible. C'est peu connu, mais c'est très sensible. Donc, oui, c'est un secteur technologique dont le contenu technologique est important. Maintenant, non, je ne crois pas que nous, Nexans, nous soyons élevés contre l'entrée d'un Chinois. Après tout, on investit en Chine. Et les Chinois ne mettent pas. Oui, mais enfin, tous les secteurs ne sont pas forcément ouverts. Alors, tous les secteurs ne sont pas forcément ouverts. Il n'y a pas forcément réciprocité, quoi. Écoutez, je ne me plains pas dans le secteur du câble où nous avons la possibilité d'investir en Chine. Ce que nous faisons d'ailleurs, on fait 250 millions d'euros, vous voyez, de chiffre d'affaires en Chine. Donc, ce n'est pas négligeable. Non, nous protestions à l'époque, et j'avais protesté, contre le besoin pour les pouvoirs publics européens de se doter de règles qui rendent l'industrie européenne compétitive par rapport à la montée des pays émergents. C'était ça mon propos. Qu'on ne se laisse pas manger tout cru par des gens pour qui l'argent est secondaire, parce que les Chinois avaient des moyens illimités sur cette opération. Les Chinois ont des moyens effectivement plus importants, et puis je ne pense pas qu'il n'ait
tout à fait la même façon de compter que nous, ça. le retour sur les capitaux employés ou la rentabilité. Je ne suis pas sûr que ce soit leur préoccupation numéro un. Prysmian va donc racheter Draca et va vous détrôner. Vous étiez leader mondial. Vous Légèrement, n'êtes plus pour oui. l'instant. Alors, comment faire pour reprendre le Nous, leadership? reprendre le leadership, c'est ce que j'expliquais ce matin aux analystes et à la presse financière. On a énormément de projets. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le développement des énergies d'infrastructure est quelque chose qui est clé dans les pays émergents, dans les pays développés, les États-Unis avec un réseau vieillissant. Il y a X exemples. Donc, les plans de relance qui ont été décidés à l'occasion de la crise vous servent aujourd'hui? Enfin, certains plans de relance servent, oui. Moins aux États-Unis. Je pense que le format de la relance aux États-Unis est plus un format fiscal qu'un format par injection de fonds. En Europe, on le sent, on l'a senti en France, où le EDF, par l'intermédiaire ou du RTE ou de RDF, a fait des investissements importants et va les continuer sur 2011. Deux questions encore. La première concerne la recherche et l'innovation, puisqu'on a dit que c'était quand même assez stratégique, votre affaire. Il y a beaucoup de brevets chez vous. Vous en déposez encore? Vous innovez sans cesse? Oui, écoute, on dépose environ 70 brevets par an. On dépense 70 millions d'euros de cash chaque année pour nos programmes de recherche et développement. Pardon? Dans quelle direction? Qu'est-ce que vous Alors, cherchez à les grandes améliorer? directions, c'est quoi? C'est un thème qui est encore peu connu, mais qui prend de plus en plus de développement, qui est la supraconductivité, c'est-à-dire la capacité qu'ont certains matériaux de transporter de l'énergie électrique sans perte aucune sur les réseaux. Parce que c'est un vrai problème sur les réseaux ordinaires. Absolument. Donc, supraconductivité et beaucoup de R&D dépensés sur la tenue, les matériaux, leur résistance à l'abrasion, au choc, à la corrosion, aux hautes températures pour les compartiments moteurs, par exemple, des voitures. Vous êtes en première ligne pour ce qui est de la flambée des matières premières, puisque vous achetez beaucoup de métal pour fabriquer vos câbles, le cuivre, mais aussi l'aluminium, vous en parliez. Est-ce que vous arrivez à répercuter la flambée de ces prix dans vos coûts et dans vos prix vous-même, ceux que vous pratiquez pour vos clients? Ah oui, disons que si vous voulez pour vos auditeurs, en gros, on achète pour 5 milliards de dollars de cuivre par an, donc c'est très important. C'est énorme. On est le premier acheteur corporate de cuivre au monde. Alors, l'industrie du câble a une vertu, c'est qu'elle donne la possibilité de répercuter les hausses des prix du cuivre sur les prix de vente. Par contre, sur les matières plastiques qui sont critiques pour l'isolation des câbles, là, les choses sont un petit peu plus difficiles. Et là, vous dépendez du pétrole. Et là, on dépend du pétrole et de la capacité disponible que mettent les chimistes sur le marché en termes de produits. Et ça peut altérer votre rentabilité, ça? Écoutez, on chiffre que ceci nous aura coûté environ 70 millions d'euros sur notre profitabilité de l'année 2010. Donc vous voyez, c'est loin d'être négligeable. En effet. On prendra les mesures d'économie nécessaires, mais effectivement, c'est à garder sous contrôle. Merci beaucoup de votre visite à Europe 1, Frédéric Vincent. À très bientôt. Merci.